Nous allons passer sur le temps qui nous reste et qui me semble est un peu contraint. En tous les cas, on va passer à la table ronde numéro 2, bien qui va être utile pour les autres employeurs qui n'ont peut-être pas autant de ressources, en tous les cas encore des marges de progrès. Et il y a donc des acteurs qui sont là pour justement accompagner les employeurs, les agents dans leur démarche. Donc, les ressources qui existent, les ressources mobilisables, donc Monsieur Azur Jean-Claude, le Cap Emploi, donc organisme de placement spécialisé qui accompagne les demandeurs d'emploi bénéficiaires de l'obligation d'emploi et les agents et salariés en situation de handicap au cours de leur vie professionnelle. Et puis, Madame Ventura Aliette. Voilà. Nous restons sur le thème du diabète dans un premier temps, et nous avons vu qu'à plusieurs reprises, la sensibilisation des agents, c'était un sujet qui était apporté, donc sensibiliser les agents sur le thème qu'est le nôtre, qu'est le diabète, pour que les agents comprennent qu'ils peuvent éviter d'être malades avec une alimentation équilibrée, et que s'ils ont effectivement certains risques à développer le diabète. Le diabète, c'est une maladie silencieuse qu'on peut avoir pendant des années et puis s'en rendre compte de manière fortuite ou alors, comme le témoignage qu'on a entendu tout à l'heure, avec un épisode santé quand même assez important. Donc, il est important de sensibiliser les agents. La sensibilisation sur le diabète, ce n'est pas forcément une compétence que les employeurs peuvent avoir en interne. Et donc, on a des acteurs. On a notamment l'association France Diabète de Martinique qui propose un certain nombre d'actions, et notamment des actions de sensibilisation qui peuvent être menées chez les employeurs. Madame Ventura, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous pouvez intervenir, comment les employeurs peuvent vous solliciter pour sensibiliser les agents sur le diabète ? Déjà, bonsoir à tous et merci déjà pour l'invitation. Très intéressante cet après-midi, je vous remercie. C'est vrai que j'ai entendu pas mal de choses. Dr Olin, qui a été un des fondateurs de l'association en 1982 avec son confrère Doraï, et voilà, Dr Sorel, et la diététicienne. C'est vrai que je ne vais pas entrer dans l'ordre médical parce que je ne suis pas professionnelle de santé. Néanmoins, en tant que présidente d'association, je tire mon chapeau pour tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait. Souvent, nous parlons de personnes diabétiques, on parle de la maladie, mais on ne tient pas compte de l'être humain. Parce que c'est vrai qu'il y a la pathologie, mais tenir compte de l'être humain. On a parlé tout à l'heure aussi du déni, de l'acceptation, plein de choses. Nous, associations, depuis une certaine d'années, nous avons quand même été formés par la Fédération française des diabétiques afin de mener à bien des actions, mais surtout accompagner les personnes diabétiques et leurs proches. Parce que accepter une pathologie, c'est pas facile. Il faut avoir de la patience, il faut être à l'écoute et ne pas faire des propositions. Écouter la personne d'abord, attendre effectivement qu'elle soit prête à en parler, à discuter pour savoir qu'est-ce qu'elle attend d'une personne, d'une association. C'est vrai que nous tournons sur toute la Martinique, mais ce que je dis aussi, c'est qu'au milieu professionnel, nous avons eu des structures qui nous ont sollicités et nous faisons des entretiens individuels avec des agents, par petits groupes, certes, mais nous allons quand même, je prends un exemple tout bête, la douane, la police, qui nous sollicitent. Parce que souvent, les salariés ont peur du regard de l'autre, ne pas savoir que je suis diabétique, etc. Donc, ça, nous proposons cet accompagnement à la demande des structures qui veulent bien que l'association puisse venir faire déjà de la sensibilisation, de la prévention et aussi parler de l'accompagnement que nous mettons en place. D'accord. Alors, on va peut-être, vous venez de parler rapidement de l'association, on va peut-être passer directement à
à ce que vous apportez. Donc ce que j'entends, c'est qu'à la fois vous pouvez accompagner, proposer un accompagnement qui n'est pas médical, qui est plutôt personnel, donner des conseils, des retours d'expérience, orienter vers les bonnes structures, c'est ça? Oui. Et puis ensuite, à réaliser des actions, des prestations, quelque part, de sensibilisation à la demande des entreprises. C'est bien ça? À la demande des entreprises, mais aussi nous avons une équipe pluridisciplinaire qui nous accompagne, parce que tout à l'heure j'ai entendu, il faut le diabétologue, il faut la diététicienne, il faut le psychologue, le professeur NAPA, il faut toute cette équipe qui nous accompagne. Nous avons cette équipe avec nous, justement, lorsqu'on écoute une personne, lorsqu'on va dans une entreprise et qui nous fait part des problématiques, on propose ce panel d'accompagnement si la personne veut bien. Parce qu'on ne peut pas décider pour la personne. Il faudra qu'elle accepte cet accompagnement. Comme je vous disais tout à l'heure, ça demande du temps parce qu'il faut avoir des entretiens vraiment approfondis, sans entrer dans la vie privée de la personne, lui expliquer ce qu'on peut lui apporter. Alors, on n'est pas des professionnels, je souligne, hein, surtout, mais on est en complément du médecin traitant, de l'infirmier, etc. Et puis, améliorer la qualité de vie de ces personnes, surtout. D'accord. Alors, pardon. Oui, nous, comme je disais tout à l'heure, hein, nous avons des actions collectives puisque nous tournons sur toute la Martinique au niveau des CCAS, de la collectivité, des mairies, des associations sportives. Enfin, on est ouverte à tout puisque nous sommes Association française des diabétiques de la Martinique et notre point de départ, c'est l'accompagnement, la prévention et la sensibilisation. Alors concrètement, imaginons que je sois un employeur public de Martinique. J'ai participé à cette étape du Tour de France du FIP sur le diabète et je repars convaincu qu'il faut que les agents de ma collectivité, enfin de ma structure, soient sensibilisés. J'ai compris que AFD Martinique proposait des actions de sensibilisation. Je vous appelle. Qu'est-ce que vous allez pouvoir me proposer concrètement? Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, on ne propose pas d'emblée. On ne propose pas, on écoute la personne parce que les personnes ne viennent pas directement. Non, moi, vous venez après, vous nous appelez à l'association. Non, mais si, moi je suis employeur et je souhaiterais qu'il y ait une sensibilisation qui soit faite à mon personnel. Qu'est-ce que vous allez pouvoir me proposer? Est-ce que vous allez pouvoir me proposer une plaquette, par exemple, que je pourrais diffuser? Est-ce que vous pouvez réaliser une conférence? Est-ce qu'on peut organiser, on peut faire une information avec une réunion d'information pour les personnes qui le souhaitent? Comment concrètement, pour juste que les personnes puissent se projeter un petit peu sur ce que vous pouvez réaliser et qu'ils puissent imaginer dans leur structure comment ça peut se passer? Comme je vous ai dit tout en amont, dans une structure, on ne sait pas qui est diabétique. On ne va pas démystifier. L'employeur qui m'appelle, le propriétaire qui m'appelle, l'employeur qui m'appelle pour venir faire une prévention, je viens présenter l'association et ce que nous mettons en place. Et à ce moment-là, c'est lui qui décide si vraiment il a envie de faire une intervention approfondie. Parce que, comme on a dit tout à l'heure, beaucoup de salariés ne veulent pas dire qu'ils sont diabétiques. Donc, on fait une information globale dans l'entreprise avec des propositions, des complications, puisqu'on a un médecin qui nous accompagne, qui explique vraiment la maladie et les complications de la maladie, et puis l'importance de l'accompagnement, l'importance de l'activité physique, la prise en compte aussi de l'alimentation. Voilà. Donc, il faut déjà présenter l'association, ce qu'elle fait et ce qu'elle peut proposer. Voilà. Okay. Donc c'est une information dans le cadre d'une conférence, par exemple, et après charge à chaque personne qui se sent concernée de reprendre contact avec l'association par ailleurs, quoi. Oui, et puis aussi, quand on fait des conférences, les médecins sont quand même assez compétents pour expliquer l'importance de la maladie, l'importance de la prise en charge. Ça, c'est important d'expliquer. Et à la suite de ça, en tant qu'association, nous avons des flyers, nous avons aussi des photos, des ateliers, des témoignages de personnes qui ont été accompagnées, les bienfaits, une régularisation de la glycémie, comme on a dit tout à l'heure. Donc, il y a tellement de bienfaits par rapport à toutes les actions que nous menons, même en milieu scolaire aussi. Hein, nous intervenons en milieu scolaire. Donc, ça porte des fruits puisqu'il y a toujours un témoignage de personnes qui ont participé à nos actions. D'accord. Écoutez, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors là, on était sur la sensibilisation qui peut être faite. Mais comme on l'a vu, il y a des personnes qui vont avoir besoin, qui vont avoir
besoin d'adapter leurs conditions de travail au regard des contraintes de la maladie. Et entre la variété des situations de santé et la variété des postes, eh bien, à chaque fois, on est sur du cousu humain. Et l'analyse de la situation et le fait de trouver des solutions, mais tout ça, c'est un métier particulier. C'est pas du soin, c'est le métier de la compensation du handicap. Et ce métier-là, c'est le métier de Cap Emploi. On a un Cap Emploi par département et on a la chance d'avoir Jean-Claude Azur, qui est le directeur du Cap Emploi Martinique. Merci, M. Guénaud. Bonsoir à tous les participants. Madame la directrice du FIP, Madame Auboin, M. Alané. Donc, Cap Emploi, en effet, réseau national, il y en a 98 sur tout le territoire français et donc 4 dans les régions d'outre-mer, donc Martinique, Guadeloupe, Guyane et Réunion. Et donc, nous accompagnons sur 2 axes, à la fois les demandeurs d'emploi et les salariés, les demandeurs d'emploi donc vers l'emploi, accompagnement vers l'emploi, et accompagnement dans l'emploi pour les salariés, les agents des 3 fonctions publiques et les travailleurs non salariés. Donc, nous mettons en œuvre notamment notre action d'accompagnement de mots, simplement sur l'accompagnement vers l'emploi, puisque nous sommes un peu impactés par la loi sur le plein emploi et la mise en œuvre de France Travail, puisque nous sommes devenus depuis donc, organismes spécialisés du réseau pour l'emploi, puisque la loi France Travail donc, a désigné un opérateur France Travail ex-Pôle emploi avec un réseau constitué par effectivement l'opérateur France Travail, Mission Locale et nous-mêmes. S'agissant donc du maintien dans l'emploi, nous intervenons comme un des acteurs du maintien dans l'emploi, pas le seul, donc aux côtés des services de prévention de santé au travail, des services médicaux, donc des fonctions publiques, et nous apportons notre concours à la recherche de solutions, comme vous l'avez dit tout à l'heure, donc en concertation avec à la fois médecins de prévention, médecins du travail, services de prévention de manière globale, les référents handicap pour le privé et les référents handicap aussi dans les 3 fonctions publiques. Merci. Souvent, moi, je présente le Cap Emploi comme le pendant de notre médecin généraliste dans le système de santé. Quand on a un problème de santé, le bon réflexe, c'est d'aller voir le médecin généraliste. C'est ça. Et puis, soit il est en capacité de traiter, soit ça commence à être un petit peu pointu et il envoie vers le diabétologue ou vers un autre spécialiste. Et donc là, j'ai remis un peu la place de Cap Emploi un petit peu dans le paysage. Est-ce que cette comparaison est pertinente? Est-ce que Cap Emploi ne serait pas le généraliste de la compensation du handicap? Tout à fait, vous avez trouvé le bon mot. Tout à fait, puisque nous intervenons, comme l'explique votre schéma, à la fois sur sollicitation de l'employeur lui-même, du médecin du travail ou du médecin de prévention. L'agent lui-même peut nous interpeller sur sa situation et nous travaillons après un diagnostic et l'analyse de situation avec des experts, notamment des prestataires d'appui spécifiques sur les 6 grandes familles de handicap que vous avez si bien mentionné dans votre schéma et qui vont nous aider notamment à poser un diagnostic, à trouver des solutions et à les confronter à la réalité, puisque notre accompagnement découle, en tout cas la modalité, le principe d'accompagnement découle de ce que vous avez un peu exprimé à travers vos propos tout à l'heure, notamment ce que les Canadiens ont structuré, notamment le processus de production du handicap, qui dit que l'environnement doit être traité, doit être pris en compte, pas seulement que les contraintes dues au handicap et à la personne elle-même, mais aussi à son environnement d'une manière générale, donc l'environnement de travail notamment et son environnement personnel. Rapidement, pour vous situer, donc comment on travaille donc à travers un parcours, le parcours de maintien dans l'emploi, donc avec qui nous travaillons. Donc sur le parcours, comme vous l'avez si bien dit, donc nous allons travailler à pérenniser l'emploi
à rendre cet emploi effectivement durable et à maintenir cette personne en emploi. Donc, tout au long du parcours, nous allons intervenir, notamment en désignant, identifiant les partenaires qui pourraient intervenir avec nous, sur quel mode, donc comment on va intervenir, quelles sont les personnes éligibles à notre service, notamment salariés, agents, travailleurs non salariés, la compensation, identifier, trouver, rechercher les moyens de compensation et travailler aussi avec la personne sur les objectifs du rétablissement, comment l'aider à se rétablir, donc à restaurer son pouvoir d'agir et à retrouver son poste ou un autre poste chez l'employeur ou ailleurs, par le biais notamment d'outils du conseil en évolution professionnelle notamment. Là, vous avez utilisé un mot rétablissement. Pour moi, être rétabli, c'est être soigné, c'est être guéri, on n'en parle plus. Et je crois que dans votre jargon, ça n'a pas tout à fait sens. Pas du tout. Effectivement, vous avez raison. Le rétablissement pour nous n'est pas du tout sur le champ médical, mais c'est, comme je l'ai dit, restaurer le pouvoir d'agir. Donc, on va travailler sur la valorisation de la personne, parce que vous avez parlé tout à l'heure de phase de déni, notamment dans certaines situations. Il se peut que la personne, après la survenance du handicap, soit confrontée à ce type de difficulté. Donc ça va prendre un peu de temps à l'aider à regagner confiance en elle-même et notamment à travailler avec elle sur ses aptitudes résiduelles, parce que le médecin va nous dire quelles sont les contre-indications et qu'est-ce qu'elle ne peut plus faire. Donc, on va travailler avec la personne sur, au contraire, ce qu'elle peut faire. Donc, à ce moment-là, on va l'aider à restaurer son pouvoir d'agir et à retrouver confiance en elle et à repartir dans un parcours pour une nouvelle insertion dans une autre activité, notamment. Il y a un point également... vous avez parlé des personnes en situation de handicap, mais il y a des fois où on se dit oh, mon agent a bien des problèmes de santé, il y a bien des impacts sur le poste de travail, il va falloir se poser la question, mais la personne n'a pas la reconnaissance, donc est-ce que dans ce cas-là, on peut vous contacter tout de même? Bien entendu. Voilà. Bien entendu. C'est l'une des nouveautés, effectivement, de notre offre de service qui date de 2018. Les personnes que nous accompagnons peuvent avoir et doivent avoir la qualité de bénéficiaire de l'obligation d'emploi. Donc, je le dis, ce n'est pas que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, c'est aussi une allocation d'adultes handicapés avec une orientation au milieu ordinaire de travail pour les demandeurs d'emploi. Ça peut être une CMI aussi, une carte mobilité inclusion, qui aussi peut être utilisée. Donc, mais la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé est le document qui peut ouvrir effectivement l'accès à notre offre de service et à bien d'autres choses. Moi, j'avais cru comprendre que quand bien même la personne ne serait pas bénéficiaire de l'obligation d'emploi, à partir du moment où la santé, quelque part, vient poser problème dans la tenue du poste, on pouvait vous mobiliser et ensuite, vous, dans le cadre de votre accompagnement, vous allez expliquer à la personne l'intérêt de faire une demande pour pouvoir justement bénéficier des moyens financiers ou des expertises que le FIPHFP met à disposition des employeurs publics. Est-ce que j'ai bien compris? C'est bien ça. Il faut effectivement que la personne, elle ait le document. Si elle ne l'a pas, il faut qu'elle accepte de s'engager dans une démarche de reconnaissance. Et ça, ce sera votre travail pour le coup. C'est notre travail de convaincre la personne qu'il est nécessaire d'y aller. Et notamment, certaines personnes avant moi ont exprimé les difficultés qu'elles peuvent rencontrer, effectivement, à inciter une personne à se faire reconnaître. C'est dû aussi au regard qu'on peut avoir sur le handicap et à l'acceptation. Mais nous travaillons effectivement avec d'autres acteurs, d'autres collaborateurs pour pouvoir aider la personne et lui montrer l'intérêt pour elle de pouvoir se faire reconnaître et de bénéficier de notre offre de service. Alors c'est intéressant, on a entendu parler à plusieurs reprises dans les questions de personnes qui étaient dans le déni. Ouais. Hein, et quand c'est l'employeur qui incite la personne, certains esprits chagrins pourraient imaginer que c'est par rapport à une contribution, une économie financière, un intérêt financier que l'employeur pourrait conseiller d'eux.
quand on fait appel à un tiers dont le cœur de métier, c'est l'accompagnement, c'est le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap, on peut espérer quand même que le message soit entendu autrement. Donc, effectivement, au-delà du traitement le traitement des situations, il commence dès l'accompagnement, l'acceptation, et pour ça, on peut vous mobiliser. On peut nous mobiliser. Un regard extérieur est toujours intéressant. Dans un collectif de travail où les gens se connaissent, avoir quelqu'un en externe qui peut venir et analyser les situations et apporter des éléments, c'est extrêmement important. Nous le faisons notamment lors de sensibilisation avec des acteurs comme la MMPH, la Maison Martiniquaise des Personnes Handicapées, qui se déplacent et expliquent l'intérêt pour des personnes à se faire reconnaître. Très bien. Donc, je vais vous laisser poursuivre. Il nous reste 5 minutes à peu près sur le parcours de maintien. Donc, on a dit l'essentiel parce que beaucoup dans ce qui va suivre, je l'ai dit à peu près. Donc, simplement préciser sur la question, que je regarde mon document, sur la question de la finalité de ce parcours, comme on vient de le dire, il s'agit donc pour l'employeur, c'est important de conserver des compétences chez elle, dans l'entreprise ou chez l'employeur. Et puis, pour la personne elle-même, c'est effectivement de maintenir un emploi et finalement d'avoir, parce qu'elle a passé plusieurs années sur un poste de travail, de conserver son emploi et peut-être aussi d'être orienté sur un autre poste dans l'entreprise, ça peut être intéressant. Donc, nous, comme on travaille Cap Emploi, donc j'ai quelques collègues avec moi dans la salle, donc nous avons une chargée de mission maintien dans l'emploi qui travaille étroitement avec tous les autres acteurs, notamment les services de prévention et de santé au travail, puisque nous tenons des permanences mensuelles dans les services de prévention au travail. Nous avons une convention qui est renouvelée régulièrement avec le centre de gestion sur la question de l'accompagnement vers et dans l'emploi. Donc nous cherchons à déployer des partenariats auprès de tous les acteurs. Nous avons travaillé étroitement avec le FIP, avec la GFIP, à la mise en place d'une cellule territoriale de prévention de prévention de la santé au travail, donc, puisque la loi fait obligation aux services de santé au travail d'avoir des cellules PDP, de prévention de la désinsertion professionnelle en leur sein. Donc, nous cherchons à travailler et à apporter une complémentarité, une expertise sur ce champ-là, notamment s'agissant du diagnostic et à apporter des solutions, puisque dans le réseau, nous travaillons constamment à améliorer nos pratiques et notamment nous avons mis en place un centre de ressources intégré de la compensation du handicap et de l'emploi. Donc les 98 Cap Emploi sont en lien et nous échangeons sur nos techniques de compensation sur des territoires, ce qui marche, ce qui fonctionne, afin qu'on puisse les adapter sur notre territoire. Donc nous sommes conscients qu'il nous faut agir fortement pour maintenir l'emploi, maintenir les agents, les salariés en emploi, parce que c'est comme ça que nous allons améliorer le taux d'emploi et en même temps éviter d'augmenter les chiffres de la demande d'emploi à France Travail aujourd'hui. Alors, se pose souvent la question dans la fonction publique. On se dit oui, mais alors, si on veut mobiliser un dispositif, est-ce que c'est possible si l'agent est en arrêt ou faut-il qu'il soit en poste pour pouvoir bénéficier de telle ou telle prestation? On a tout à l'heure, Nadine Montbrun a rappelé que dans la réforme de la fonction publique, il avait été ouvert la possibilité aux agents, pendant leurs arrêts de travail, de pouvoir bénéficier d'accompagnement, de bilan, de formation. Ça, c'est assez nouveau, alors que ça existe depuis une quinzaine d'années. Je n'ai pas l'année précise en tête, mais une bonne quinzaine d'années dans le privé. Est-ce qu'en tant qu'employeur, est-ce qu'on peut vous mobiliser pour accompagner l'agent pendant l'arrêt pour
préparer une reprise à l'emploi. Imaginons qu'il y a une reprise de poste qui nécessite un aménagement, ou alors qui nécessite peut-être un reclassement. Est-ce que c'est le genre de choses est-ce qu'on peut utiliser ce temps d'arrêt de travail pour vous mobiliser et préparer, anticiper les choses? Oui, tout à fait. Il est conseillé de le faire. À la fois là, je conseille vivement aux DRH et même aux agents qui sont là de le faire. Nous menons depuis bientôt 2 ans, je vois les partenaires, une action conjointe sur les trois versants de la fonction publique, à la fois territoriale, hospitalière et d'État, un accompagnement dans le cadre de la PPR, de la préparation, la période de préparation au reclassement, et avec un certain succès. Et donc, nous intervenons aux côtés des 3 fonctions publiques pour accompagner, trouver des solutions pendant les périodes d'arrêt, donc avec nos propres outils de diagnostic et notamment et les outils de l'AGFIP et du FIP, notamment Inclupro. Nous avons des outils qui nous permettent de travailler notamment sur l'identification d'intérêts professionnels, un certain nombre d'outils de bilan de compétences spécialisés, on va dire ça comme ça, et qui nous permettent de travailler, de proposer des solutions, donc avec une réussite, une très franche réussite, c'est ce qu'on peut dire. Donc, ce que je peux dire aujourd'hui aux fonctions publiques qui ne sont pas encore engagées dans cette démarche, de se rapprocher de nous si elles ont des situations comme ça, où nous pourrons, pendant les périodes d'arrêt, donc proposer un certain nombre de dispositifs aux agents afin de leur permettre soit de retrouver un emploi avec des aménagements qu'on connaît, de type matériel, organisationnel ou humain, ou bien simplement de travailler sur un projet de reclassement. Merci. Y aurait-il quelques questions? On arrive à la fin de l'après-midi. Vous avez peut-être faim, vous avez peut-être soif. C'est bizarre, on a moins de questions dans ces moments-là. Je ne sais pas pourquoi. C'est toujours pareil. Pas de questions? Moi, je voudrais ajouter quelque chose. Il y a un mot qu'on n'a pas, je crois qu'on ne l'a pas prononcé. C'est la précocité du traitement des situations. Je crois que le maintien dans l'emploi des personnes rencontrant des problématiques de santé, je ne parle pas de handicap, c'est comme la prévention des incendies. Quand les flammes sortent par les fenêtres et sont dans la charpente, il n'y a plus grand-chose à sauver. Voilà. Et donc, tout à l'heure, dans l'exemple, dans les témoignages qu'on a eus à la ville de Robert, on a entendu, oui, quand on sent que ça ne va pas, quand on voit des signaux d'alerte, on oriente vers le médecin du travail, ou même ça peut être la référente handicap qui va échanger, qui va essayer de comprendre, etc. On voit que ça s'est passé comme ça pour votre situation. C'est comme ça que les choses... voilà. Et souvent, quand un employeur commence à structurer, se dit, bon, allez, la politique handicap, il faut quand même que je m'y mette. Souvent, il commence par les situations où il y a une grosse fumée, il y a des flammes, quoi. C'est les plus compliqués. Alors, c'est pas forcément... on n'obtient pas des résultats tout de suite. Et alors, c'est frustrant. C'est frustrant parce qu'on y passe du temps et puis on n'a pas... Mais en fait, je ne dis pas qu'il ne faut pas s'occuper de ces situations-là, mais il va très rapidement falloir s'occuper du traitement précoce parce que c'est là qu'on va avoir de l'efficience. C'est là qu'on va permettre à des personnes d'être stabilisées dans un état de santé intéressant. Et voilà. Donc, ne pas attendre que... c'est vrai que quand l'intérêt aussi de sensibiliser les encadrants, eh bien, c'est qu'ils vont être vigilants à ces signaux d'alerte et ils ne vont pas attendre quand l'encadrant en fait vient vers la direction des ressources humaines en disant c'est plus possible, on n'en peut plus, eh ben, c'est que le signal arrive trop tard, mais que bien souvent c'est bien compliqué, les relations sont dégradées dans l'équipe et c'est plus compliqué. Voilà. Donc la précocité, c'est aussi et ça c'est valable pour le diabète et pour le reste. Voilà. Nadine, je vous laisse un petit mot, puis on va passer à la clôture, je crois.
Eh bien, comme nous sommes arrivés à la fin de notre séquence, donc vous remercier de votre participation et de votre présence. Eh bien, dire aussi que pour pouvoir accompagner une personne, eh bien, il faut lui donner du temps, le temps d'accepter sa maladie, le temps d'accepter sa pathologie, mettre en place des aménagements, être dans le maintien du lien, être dans la bienveillance et l'écoute, mais aussi mettre en place des actions de sensibilisation, donc avoir la volonté de mener une politique sociale et du handicap, et puis mettre en place aussi des mesures d'accompagnement et dans le cadre de la prévention et, comme disait Stéphane, la précocité. Et donc tous ces paramètres, il me semble, eh bien, correspondre à la mission que nous avons apportée, nous, en tant que fédérateurs et apporteurs de solutions, mais vous également en tant qu'employeurs. Donc, je vais laisser le mot de la fin à Marine Neuville. Alors, moi aussi, j'ai noté quelques mots de tout ce qui s'est dit cet après-midi. On ne peut pas résumer parce que c'était très, très riche. J'espère qu'en tout cas, vous avez appris autant que moi j'ai pu apprendre sur le diabète, sur la richesse aussi de votre territoire en termes d'expertise et d'acteurs mobilisés pour accompagner les personnes en situation de handicap. Donc on a parlé de prévention, on a parlé d'échange, d'accompagnement, de formation. Comme le disait Nadine Montbrun, c'est autant de champs d'action sur lesquels le FIP est présent à vos côtés. Et donc moi, peut-être le mot de la fin, ce serait de vous dire, ne restez pas seul si vous êtes en situation de handicap ou si vous êtes confronté à une situation de handicap dans vos équipes ou dans votre environnement professionnel, voire personnel. Allez consulter le site du FIP, inscrivez-vous au webinaire, inscrivez-vous aux formations, appelez Nadine Montbrun, qui est toujours très, très disponible et très mobilisée, parce qu'il existe, vous l'avez vu, beaucoup d'expertise, beaucoup d'acteurs mobilisés à côté de chez vous, en Martinique, et ils sont là pour vous, donc vraiment mobilisez-les. Et j'espère que voilà, au cours de cet après-midi, vous repartez avec des pistes, des idées d'action à mettre en œuvre pour tel collègue, tel collaborateur. Il ne faut vraiment pas que cette journée, ce soit un point final. Au contraire, c'est un point de départ pour de nouvelles actions que vous allez mettre en place ou de nouveaux partenariats, de nouvelles relations que vous allez tisser. Et c'est pour ça que pour nous, c'est important aussi que cette journée ait lieu en présentiel, parce que l'échange est indispensable. Et je vous invite maintenant justement à poursuivre cet échange autour d'un moment convivial. Alors je crois que c'est en haut à l'extérieur, voilà, avec de quoi se sustenter aussi, parce qu'on a eu une après-midi riche et longue, mais vraiment passionnante. Donc voilà, place maintenant à l'échange et à la convivialité. Et encore merci pour votre présence. Bonne fin de journée.